Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du premier vol réussi du H3, le nouveau lanceur lourd japonais. Chaque fin de semaine, une image qui a fait l'actualité ou retenu notre attention. Et oui, le 17 février, le très attendu lanceur japonais H3 a signé son premier succès, presque un an après l'échec de son vol inaugural. Près d'un an après cet échec essuyé lors du premier essai en vol le 7 mars 2023, le lanceur japonais H3 a décollé de la base de Tanegashima dans le sud-ouest de l'archipel nippon le 7 février 2024, peu avant 9h23 heure locale. Le lancement avait été décalé de 2 jours pour raison de météo. Pour cette mission baptisée TF2, le H3 embarquait 3 charges utiles, un véhicule d'évaluation d'environ 3 tonnes, un micro-satellite de 50 kg et un CubeSat de 5 kg. Les 2 dernières charges utiles sont dédiées à l'observation de la Terre. Construit par Mitsubishi Heavy Industries, MHI, pour le compte de l'agence spatiale japonaise, la JAXA, le H3 doit mener jusqu'à 6 missions par an. Son premier vol opérationnel pourrait avoir lieu au mois de juin prochain. Le vol TF2 du 17 février 2024 marquait le 32e lancement orbital de l'année à travers le monde, dont 15 pour la seule Falcon 9 de SpaceX, mais aussi l'entrée en service réussie d'un 4e nouveau lanceur après le Vulcan Centaur d'United Launch Alliance le 8 janvier, le Gravity One d'Orion Space le 11 janvier, le QM 100 du Corps des Gardiens de la Révolution islamique en Iran le 20 janvier. Parlons maintenant de l'architecture de ce lanceur. Le H3 est un lanceur spatial lourd, donc développé par l'agence spatiale japonaise JAXA. L'objectif était de remplacer le principal lanceur japonais, le H2A, par une fusée à la fois moins coûteuse et plus souple d'emploi. Le Japon souhaite en effet continuer à être autonome pour le lancement de ses satellites, mais en réduisant le coût de cette indépendance. À cet effet, les caractéristiques du nouveau lanceur doivent lui permettre d'être concurrentiel sur le marché des lancements commerciaux, contrairement à son prédécesseur, et ainsi, via une cadence de lancement soutenue, de réduire les conséquences financières de cette autonomie. L'architecture du lanceur H3 reprend celle de son prédécesseur, avec un étage 2 fois plus lourd et propulsé par 2 à 3 exemplaires du moteur fusée à ergol liquide LE9, plus simple et plus puissant que son prédécesseur. Les propulseurs d'appoint sont identiques au 2e étage du lanceur léger Epsilon. Le nouveau lanceur est capable de placer 6,5 tonnes en orbite de transfert géostationnaire dans sa configuration la plus puissante. Pour tenir une cadence de lancement accrue, un 2e pas de tir est construit à Tanegashima. Le développement du H3 est décidé en 2013 et le premier vol a eu lieu le 7 mars 2023, avec malheureusement un échec. La fusée H2A, qui était le principal lanceur spatial japonais et qui a entamé sa carrière en 2001, est considérée en 2013 comme une réussite technique. À cette date, 23 vols ont été effectués, dont un seul avec un échec. Mais il n'est pas parvenu à percer sur le marché des lancements commerciaux du fait de son coût et d'un certain manque d'adéquation aux besoins du marché. Seuls 2 contrats de lancement pour le compte d'opérateurs de télécommunications ont été signés. La cadence de tir, très réduite, en moyenne 2 tirs par an, entraîne une forte élévation du coût de production. Le gouvernement japonais, qui souhaite préserver l'indépendance du Japon dans le domaine des lancements, mais veut en réduire l'impact financier, décide en juin 2013 de développer un nouveau lanceur
mieux adapté aux besoins de la clientèle commerciale. Les objectifs assignés à la nouvelle fusée par l'agence d'exploration aérospatiale japonaise, la JAXA, sont de diviser par 2 les coûts de fabrication, de réduire le niveau de vibration et de faciliter son adaptation aux besoins de la clientèle. Le nouveau lanceur doit ainsi être suffisamment concurrentiel pour pouvoir se positionner sur le marché des lancements de satellites commerciaux, contrairement à son prédécesseur, et ainsi atteindre une cadence de tir et donc de production à la fois régulière et nettement supérieure. Le projet a également pour objectif de maintenir les compétences des ingénieurs japonais dans le domaine des lanceurs et des moteurs fusées. Le lanceur H3 doit remplacer le H2A au début de la décennie 2020. Développement du lanceur H3. Après avoir finalisé le cahier des charges du nouveau lanceur en janvier 2014, l'agence spatiale japonaise publie en février 2014 un appel d'offres pour son développement. Elle sélectionne fin mars de la même année la proposition de la société Mitsubishi Heavy Industries, constructeur historique des lanceurs japonais. Le développement de la fusée H3 débute en 2014. L'agence spatiale japonaise décide également de renouveler les installations de lancement réalisées il y a 30 ans pour les débuts du lanceur H2. Le budget japonais comprend en 2014 une ligne de 7 milliards de yens, c'est-à-dire 50 millions d'euros, pour lancer la conception. Le coût total du développement du nouveau lanceur est évalué à 1,34 milliard d'euros. La JAXA espère que le coût du nouveau lanceur sera abaissé à environ 50 millions d'euros, notamment grâce à des nouveaux moteurs principaux de conception plus simple, une avionique moderne et la réutilisation du second étage du lanceur Epsilon. Un deuxième pas de tir est construit près du pas de tir existant de la base de lancement de Tanegashima pour permettre de tenir la cadence de lancement visée, 10 vols par an. Fin 2018, l'opérateur de satellite Inmarsat sélectionne le lanceur H3 pour le lancement d'un de ses satellites de télécommunications. Le système de propulsion du premier étage est testé à compter de janvier 2019 sur banc d'essai. La JAXA annonce en décembre 2022 que le premier vol aura lieu le 12 février 2023. Alors, quelles sont les différences entre les H3, H2A et H2B ? La date de premier vol du H3, c'est 2023. Pour l'H2A, c'est 2021 et l'H2B, 2009. Concernant les propulseurs d'appoint, pour ce qui est de l'H3, on a le 0, 2 ou 4 SRB avec 0 à 7219 kN de poussée max durant 105 secondes. Pour ce qui est de la H2A, on avait 2 ou 4 SRB avec 4119 à 8239 kN de poussée max durant 98 secondes. Et pour l'H2B, on avait 4 SRB, une poussée de 7594 kN de poussée max durant 116 secondes. Au niveau du premier étage, on a une différence considérable, puisque l'H3 a 2 ou 3 moteurs LE9 avec une poussée de 7594 kN, alors que l'H2A n'avait que un seul moteur LE7A d'une poussée de 819 kN de poussée, c'est-à-dire à peu près 10 fois moins. Et l'H2B, 2 LE7A d'une poussée de 1667 kN de poussée. Pour ce qui est du deuxième étage, nous sommes totalement identiques entre les trois versions.
un seul LE5B2. La longueur, pour ce qui est du H3, est entre 50 et 63 mètres en fonction des versions. Pour ce qui est de l'H2A, on était entre 53 et 57 mètres et H2B 56 mètres. Le diamètre aussi varie. On reprend les termes de l'H2B, 5,2 mètres pour l'H3, alors que le H2A ne faisait que 4 mètres de diamètre. La masse varie aussi pour le H3 en fonction des différentes versions. On a une masse allant de 293 à 608 tonnes, pour l'H2A de 285 à 347 tonnes et pour l'H2B 531 tonnes. On a une poussée pour l'H3 de 3685 à 9683 kN, pour H2A jusqu'à 4913 tonnes, donc vous voyez qu'il y a une certaine différence, très important. Et puis pour l'H2B, 8372 kN. La charge utile est nettement inférieure maintenant pour l'H3, jusqu'à 6,5 tonnes en GTO, mais elle sera beaucoup moins chère. L'H2A, c'était 10 à 15 tonnes en LEO, mais de 4 à 6 tonnes en GTO. Et l'H2B était de 19 tonnes en LEO et de 8 tonnes en GTO. Donc vous voyez, elle est moins chère, mais l'H3 est moins performante à la fin que le H2B. Le lanceur H3, dont le premier étage est allongé par rapport à la série des H2A, est haut de 63 mètres pour un diamètre de 5,2 mètres dans sa version standard. Il comprend, comme les versions précédentes, 2 étages propulsés par des moteurs fusées à ergol liquide, brûlant un mélange d'oxygène liquide et d'hydrogène liquide, ainsi que des propulseurs d'appoint à propergol solide. Le lanceur, dans sa version standard, est capable de placer une charge utile de 3 tonnes en orbite héliosynchrone et 6,5 tonnes en orbite transfert géostationnaire. Le premier étage, le L200, a un diamètre de 5,2 pour une longueur de 36 mètres et une masse d'environ 230 tonnes. Il est propulsé dans sa version standard la plus puissante par 3 moteurs fusées à ergol liquide de type LE9 utilisant un cycle à expandeur et brûlant un mélange d'oxygène-hydrogène liquide. Le moteur a une impulsion spécifique plus faible que le LE7A qui propulse le H2A, mais sa construction est plus simple et la poussée des 3 moteurs combinés est 4 fois plus importante. Dans certaines configurations, l'étage n'a que 2 moteurs LE9, la durée de fonctionnement de la propulsion est de 322 secondes. Pour ce qui est des propulseurs d'appoint, le lanceur utilise 0, 2 ou 4 propulseurs d'appoint à propergol solide pour adapter ses caractéristiques à la charge utile à satelliser. Le propulseur d'appoint SRB-3 est dérivé du deuxième étage de la fusée Epsilon, un autre lanceur japonais. Il est long de 14,6 mètres pour un diamètre de 2,5 mètres et une masse de 78 tonnes, 311 tonnes en tout avec 4 SRB. Sa durée de fonctionnement est de 105 secondes. Le deuxième étage, L25, est identique à celui installé sur les versions précédentes du lanceur. Il est haut de 11 mètres pour un diamètre de 5,2 mètres et a une masse de 29,5 tonnes, dont 25 tonnes d'ergol. Il est propulsé par un unique moteur LE5B2 de 137,5 kN de poussée dans le vide brûlant un mélange d'oxygène et d'hydrogène liquide. Sa durée de fonctionnement est de 800 secondes. 2 coiffes sont proposées, toutes deux d'un diamètre de 5,2 mètres, une coiffe de 10 mètres de hauteur pour les 2 versions les moins puissantes et une de 16 mètres de haut
pour les deux versions les plus puissantes. Dans sa version standard, la coiffe a un diamètre de 5,2 mètres pour une hauteur de 16 mètres. Alors voyons maintenant les différentes versions de la fusée H3. Le lanceur H3 est proposé dans plusieurs configurations qui se différencient par le nombre de propulseurs d'appoint à propellant solide 0, 2, 4 et le nombre de moteurs fusée L9 propulsant le premier étage 2 ou 3. Les autres caractéristiques des premiers et deuxième étages sont communes à toutes les versions. La version standard la plus puissante dispose de 3 moteurs au premier étage et de 4 propulseurs d'appoint. Il existe 2 versions de la coiffe. Alors tout d'abord, la version standard, qu'on appelle dans le jargon japonais le H324L. Elle a une masse au lancement de 608,8 tonnes, avec une dimension de 63 mètres de hauteur, avec un diamètre de 5,2 mètres. Elle permet de lancer en GTO 6,5 tonnes, avec 4 propulseurs d'appoint SRB, une propulsion de premier étage, il y a 2 moteurs L9 et une coiffe de 16 mètres de hauteur pour un diamètre de 5,2 mètres. Ensuite, vous avez la version H330S qui, elle, est beaucoup plus petite puisqu'elle a une masse au lancement de 293,5 tonnes au lieu de 608,8 tonnes. Ses dimensions sont de 57 mètres de hauteur pour un diamètre toujours de 5,2 mètres. Sa charge utile en GTO est de 2,1 tonnes et en SSO de 3 tonnes. Il n'y a pas de propulseur d'appoint et la propulsion du premier étage est quant à lui de 3 fois LE9 pour une coiffe de 10 mètres de hauteur avec un diamètre toujours de 5,2 mètres. Ensuite, on a la H322S qui a une masse au lancement de 449,6 tonnes pour une dimension de 57 mètres et diamètre 5,2 mètres, identique au H330S. La charge utile en GTO est de 3,5 tonnes. Il y a 2 propulseurs d'appoint SRB et au premier étage uniquement 2 LE9 pour une coiffe de 10 mètres avec un diamètre de 5,2 mètres, bien entendu, identique au H330S. Et puis ensuite, vous avez la H332L qui a une masse au lancement de 541,6 tonnes avec une dimension identique à la H324L, 63 mètres de hauteur pour 5,2 mètres de diamètre, une possibilité de charge utile de 5 tonnes, et au lieu, comme la H324L, de 4 SRB, ici vous n'en avez que 2 propulseurs d'appoint SRB, et à l'instar de H330S, au premier étage, 3 LE9, contrairement au H324L qui en a que 2, avec bien entendu une coiffe de 16 mètres de hauteur et un diamètre de 5,2 mètres. Alors, quelle est la comparaison avec les autres lanceurs, puisque on nous dit que ce lanceur H3 a été fait pour être plus compétitif. Le lanceur H3 entre en production à peu près à la même période de temps, début de la décennie 2020, que de nombreux autres lanceurs de même catégorie dont les principales caractéristiques sont relevées maintenant. Alors, le H324L a une masse de 609 tonnes avec une hauteur de 63 mètres et une poussée de 9683 kN avec une orbite GTO de 6,5 tonnes. La New Glenn, qui n'est pas encore entrée en service, mais qui le devrait très bientôt, aura une hauteur beaucoup plus grande de 82,3 mètres et une poussée gigantesque de 17 500 kN pour une orbite basse de 45 tonnes et une orbite GTO de 13 tonnes avec un premier étage réutilisable. La Vulcan
a une masse de 566 tonnes, donc un peu plus petite que le H3. Une hauteur de 57,2 mètres, donc un peu plus petit, mais une poussée plus importante de 10 500 kN pour une orbite basse de 27,5 tonnes et une orbite GTO de 13,3 tonnes, c'est-à-dire le double de la fusée H3 japonaise. La Falcon Heavy sans récupération a une masse de 1421 tonnes, donc c'est-à-dire le double du H3, un peu plus du double. 70 mètres de hauteur, donc à peu près équivalent à 63 pour le H3. Mais par contre, une poussée de 22 819 kN, une orbite basse de 64 tonnes et une orbite GTO de 27 tonnes. Le Space Launch System Block 1, lui, il a une masse de 2660 tonnes. C'est un monstre. Avec une hauteur de 98 mètres, une poussée de 39 840 kN et une mise en orbite basse de 95 tonnes. C'est véritablement un monstre. L'Ariane 6 est un peu plus grosse que l'H3, 860 tonnes, avec une hauteur équivalente au H3, 63 mètres. Une poussée un tout petit peu plus importante, 10 775 kN, une orbite basse de 21,6 tonnes, et puis une orbite GTO de 11,5 tonnes. Donc on est un tout petit peu en dessous du double de la capacité du H3. L'Omega A Heavy a été annulé. La Falcon 9, le bloc 5 sans récupération, masse 549 tonnes, hauteur 70 mètres, donc un peu plus important que la H3. Une poussée plus petite, 7607 kN, une orbite basse de 22,8 tonnes et une orbite GTO beaucoup plus importante de 8,3 tonnes. Et parlons maintenant de la Chine, la Long March 5, 867 tonnes, donc plus importante que la H3, une hauteur de 57 mètres, donc plus petite, une poussée un tout petit peu plus importante de 10 460 kN, une orbite basse de 23 tonnes et une GTO de 13 tonnes, c'est-à-dire le double. Le premier vol de la fusée H3 a été planifié en février 2023 et a décollé de la base de lancement de Tanegashima au sud-ouest du Japon. Il n'a pas placé le satellite d'observation de la Terre ALOS 3 sur une orbite hélosynchrone puisque la fusée a explosé. La version de puissance intermédiaire H322S de propulseur d'appoint a été utilisée. La fusée a décollé le mardi 7 mars 2023 à 10h37 heure japonaise, 2h37 en France. Le fonctionnement du premier étage qui constitue la nouveauté du lanceur est nominal, mais la mise à feu du deuxième étage, qui est pourtant identique à celui du lanceur que remplace le H3, n'a pas fonctionné et le lanceur a reçu l'ordre de s'auto-détruire. L'agence spatiale japonaise JAXA ne fournit aucune information détaillée sur les causes de l'incident. On évoque une défaillance électrique. Cet échec impacte le lancement de la sonde MMX qui est repoussé à 2024 voire 2026. Alors, quels sont les différents programmes pour ce H3 ? Donc, le 7 mars, il y a eu un échec avec une charge utile ALOS 3. Le 17 février 2024, il y a eu un tir qui a été repoussé et qui a été tiré hier. C'est une H322S avec un VEP4 7SAT1E et le TIRSAT 3E. C'est simulateur de masse et 2 CubeSat en orbite hélosynchrone. En 2024, il y aura aussi donc avec une H330S le tir d'ALOS 4 de DSN 3
de Kiku 9, un satellite de télécommunication expérimental en orbite géostationnaire, de HTV-X1, c'est un cargo spatial pour le ravitaillement de la Station spatiale internationale, du HTV-X2 en 2025 et du HTV-X3 en 2025. En 2026, la MMX qui est une sonde spatiale avec Astromobile, avec l'étude des satellites naturels de Mars et le retour sur Terre d'un échantillon de Phobos. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.